Alors, on va commencer par définir ce qu'on appelle des dispositifs de libération d'effort. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, un dispositif de libération d'effort, c'est quelque chose qu'on prévoit, que l'on construit dans une structure et qui annule un ou plusieurs efforts internes. Alors, vous en connaissez déjà, hein, par exemple la rotule. Qu'est-ce qu'elle fait la rotule? Elle empêche le moment de se propager d'un côté à l'autre de la rotule. Alors, vous pouvez aussi avoir une glissière tangente qui va annuler l'effort tranchant. Vous avez la coulisse normale qui va annuler l'effort normal, et puis on va appeler une coupure totale quelque chose qui, dans la structure, empêche la transmission de tous les types d'efforts. En fait, c'est en général simplement une coupure pure et dure, donc une interruption dans la structure. Alors, vous avez déjà quelques notions d'hyperstaticité et d'isostaticité. Je redéfinis quelques termes. Donc, l'hyperstaticité externe d'une structure, en tout cas en 2D, hein, c'est le nombre de réactions d'appui inconnues moins 3. Le degré d'hyperstaticité globale d'une structure, eh bien, on va le définir comme étant le nombre de dispositifs de libération d'effort à introduire pour que cette structure se transforme en une structure isostatique. Et puis, le degré d'hyperstaticité interne, ce sera la différence entre le degré d'hyperstaticité globale et le degré d'hyperstaticité externe. Ce sera surtout le degré d'hyperstaticité externe et le degré d'hyperstaticité globale qui vont en général nous intéresser. Alors, je passe ici en revue rapidement des structures en calculant leur degré d'hyperstaticité externe. Alors, pour ces structures que je considère en 2D, hein, j'ai toujours 3 équations d'équilibre. Alors ici, j'ai 3 réactions d'appui, moins 3 équations d'équilibre. Je trouve donc une hyperstaticité externe qui vaut 0. 3 à gauche plus 1 à droite, ça me fait 4. 4 moins 3, 1. Cette structure est hyperstatique une fois. Alors, 3 réactions d'appui à gauche, 2 réactions d'appui à droite, ça fait 5. 5 moins 3, 2. 3 réactions d'appui à gauche, 3 réactions d'appui à droite, ça fait 6 réactions d'appui, moins 3, hyperstaticité 3. Alors ici, j'ai 3 réactions d'appui au total, moins 3, cette structure est isostatique. Alors ici, un portique avec 3 réactions d'appui à gauche, 2 réactions d'appui à droite, c'est-à-dire 5, 5 moins 3, 2, cette structure est hyperstatique 2 fois. Alors ici, j'ai 2 réactions d'appui plus 1, ça me fait 3, 3 moins 3, 0, cette structure est isostatique. Alors attention, ici j'ai une réaction d'appui à gauche, une réaction d'appui à droite, 2 moins 3, moins 1. Cette structure est hypostatique. Il suffit qu'il y ait un tout petit peu de vent pour que cette structure se transforme en un mécanisme qui va se déplacer à droite ou à gauche sans être stable. Alors cette structure-ci, 1, 2, 3 réactions d'appui, 3 moins 3, 0, elle est isostatique, mais elle est aussi instable puisqu'elle se trouve sur 3 rouleaux. D'accord? Donc l'isostaticité n'est pas une condition suffisante pour avoir une stabilité d'une structure. Alors là, c'est un exemple un petit peu particulier. J'ai 3 réactions d'appui, 3 moins 3, 0, la structure est isostatique, mais en fait, elle n'est stable qu'en grand déplacement. Elle ne va être stable que quand sous charge verticale, lorsque cet appui-là va se déplacer suffisamment vers le bas que pour avoir une structure qui s'écarte et qui soit évidemment se rompt, soit atteint un état d'équilibre, mais pour des grandes déformations. Alors, voici quelques autres exemples de calcul de degré d'hyperstaticité externe, mais aussi globale. Alors, cette structure ici, avec 2 plus 2 égale 4 réactions d'appui, 4 moins 3, 1. D'accord? L'hyperstaticité globale est égale à 1, tout comme l'hyperstaticité externe. Alors ici, on a 2 plus 2, 4, 4 moins 3, 1. Donc hyperstaticité externe de 1, mais il y a une rotule ici, donc 1 moins 1, 0. Globalement, cette structure est isostatique, vous êtes capable de la résoudre. Alors je vais encore rajouter une rotule, donc je vais avoir 2 plus 2, 4, 4 moins 3, 1, donc une hyperstaticité externe de 1, mais j'ai 2 rotules, donc 1 moins 2, moins 1, ça me donne une hyperstaticité globale de moins 1, qui est l'image du fait que j'ai un mécanisme, ma structure est instable. Alors ce cas-ci, c'est exactement le même que celui-là, à part que la géométrie est un peu différente. Mais donc on a 2 plus 2, 4, 4 moins 3, 1. Donc de manière externe, l'hyperstaticité est 1. Et au global, j'ai une hyperstaticité qui vaut 0, puisque j'ai une rotule. Alors, 3 plus 3, ça fait 6. Moins 3, 3. Donc de manière externe, la structure est hyperstatique 3 fois. Mais j'ai 2 rotules. Donc 3 moins 2, 1.
globalement, la structure est hyperstatique une fois. Alors ici, c'est exactement le même cas que là-haut. J'ai une structure qui est instable. Pourquoi? Alors, de manière externe, on a 2 plus 2, 4, 4 moins 3, 1. Donc, elle est hyperstatique une fois. Mais elle a deux rotules qui la rendent hypostatique. Hein. Donc, 1 moins 2, ça fait moins 1. Degré d'hyperstaticité globale, moins 1. La structure est instable. Et puis enfin, on a ici 3, plus 3, 6, 6 moins 3, 3. Donc, de manière externe, on a une hyperstaticité de 3. Et il y a une rotule, donc 3 moins 1, ça fait 2. De manière globale, cette structure est hyperstatique deux fois. Alors, pour les poutres qui sont chargées verticalement, je peux faire comme j'ai fait précédemment, mais je pourrais aussi me dire que je suis dans un monde où les réactions d'appui horizontales n'existent pas, où les efforts normaux n'existent pas, et où mon équation d'équilibre horizontal n'existe pas. Donc j'ai deux équations d'équilibre, j'ai une réaction d'appui par appui à rotule ou par appui à rouleau. Donc par exemple, pour cette poutre-ci, je vais avoir 1 plus 1, ça me fait 2 réactions d'appui, moins 2 équations 0. Cette structure est isostatique globalement. De même pour celle-ci, je vais avoir 2 réactions d'appui ici. D'accord, 2 moins 2, 0, elle est aussi isostatique. Alors voici une poutre sur 4 appuis. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4 réactions d'appui. D'accord, 4 moins 2, 2. Donc de manière externe, cette structure est hyperstatique deux fois. Mais par contre, j'ai deux rotules là qui me ramènent mon hyperstaticité globale à 0. Cette structure-ci est isostatique, vous êtes capable de la calculer. Alors ici, je vais avoir 2 plus 1, 3, 3 moins 2, 1. Cette structure est hyperstatique une fois. De même que celle-ci, puisque dans un monde où les réactions d'appui horizontales n'existent pas, l'appui à rouleau est a exactement le même effet qu'un appui à rotule. Alors cette structure-ci, j'ai 1, 2, 3 réactions d'appui, moins 2, 1, elle est hyperstatique une fois. Celle-ci, 2 à gauche, 2 à droite, ça me fait 4, 4 moins 2 équations, hyperstaticité globale 2. 1, 2, 3, 4, 4 moins 2, 2, hyperstaticité globale 2. Et enfin, cette poutre qui se trouve sur 4 appuis, elle a une hyperstaticité externe qui vaut 1, 2, 3, 4, 4 réactions d'appui moins 2, 2, okay, qui est aussi égale à l'hyperstaticité globale, puisque je ne trouve aucune rotule. Alors, quelques définitions pour mettre au point une petite formule bien pratique pour calculer le degré d'hyperstaticité des structures. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va appeler une barre? Ça peut être un peu n'importe quoi, c'est-à-dire quelque chose qui a d'abord une longueur plus grande que ses dimensions transversales. D'accord? Elle peut être soit rectiligne, soit avec des courbes. D'accord? Alors, la fibre moyenne ne doit pas présenter de discontinuité. Donc ça, en fait, c'est pas une barre, c'est deux barres. Et ça, c'est deux barres aussi. Donc on a une barre ici qui est comme ça, qui est un petit peu courbe, et puis vous avez un angle là et une autre barre. Ce sont des définitions. Hein. Alors, une barre, ça peut être quelque chose qui a une géométrie quelconque hein, et qui peut avoir éventuellement une inertie variable. Et puis, on va toujours considérer qu'une barre a deux nœuds, un à chacune de ses extrémités. Alors, un nœud, donc comment est-ce qu'on le définit? Eh bien, un nœud, ça peut être un appui de la structure. Donc ici, j'ai 1, 2, 3 appuis, donc 3 nœuds. Ça peut être un point de discontinuité de la structure. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 nœuds ici qui sont des points de discontinuité. Ça peut être un dispositif de libération d'effort. Donc vous avez ici 3 nœuds, un nœud là et un nœud là. D'accord? Sauf si vraiment ces trois dispositifs sont rapprochés d'une distance infiniment petite, alors là, il s'agira d'un seul nœud. Et enfin, si vous avez une extrémité libre d'une barre, eh bien, il s'agit également d'un nœud. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir établir ma formule générale pour calculer le degré d'hyperstaticité d'une structure? Alors, quelles sont mes équations disponibles? Eh bien, en fait, par nœud, dans une structure, en tout cas 2D, je peux avoir trois équations d'équilibre, un équilibre vertical, un équilibre horizontal et un équilibre des moments. Et donc, par nœud, je peux avoir trois équations. Mais évidemment, imaginons que j'ai une rotule en un nœud, je perds l'équation des moments, puisqu'elle n'a plus de signification physique, puisque j'ai une rotule. Et donc, le nombre total d'équations disponibles sera égal à 3 fois le nombre de nœuds, moins le nombre de nœuds qui seront complètement rotulés. D'accord? Parce que quand une rotule relie des barres entre elles, eh bien là, mon moment est forcément nul
à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent en ce nœud. Je vais venir avec quelques exemples par la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai comme inconnu dans une structure? J'en ai 3 par barre, puisque par barre, je peux avoir 3 efforts. Un moment, un effort normal, un effort tranchant. Ensuite, j'ai un certain nombre de réactions d'appui. Hein, on va les appeler R. 3 pour un appui encastré, 2 pour un appui à rotule, 1 pour un appui à rouleau. Et puis après, j'ai un petit paramètre que je vais appeler petit e, là, qui me représente le nombre d'efforts d'extrémité de barre qui sont annulés par un dispositif de libération d'efforts. D'accord? Donc par exemple, si à l'extrémité d'une barre, j'ai une coulisse axiale, eh bien, ça voudra dire que l'effort normal est annulé dans la barre, et donc que je perds évidemment une inconnue. Enfin, je perds, tant mieux. Disons qu'il y a une inconnue en moins. Donc, le degré d'hyperstaticité globale d'une structure peut être donné par l'expression suivante, le nombre d'inconnus moins le nombre d'équations, c'est-à-dire 3b plus r moins e moins 3n moins m. Alors, ça paraît un petit peu barbare comme relation. Je vais maintenant passer en revue toute une série de petits exemples qui vous expliquent comment calculer les paramètres petit e et petit m. D'accord? Parce que B, on le connaît, le nombre de barres, le nombre de réactions d'appui, on le connaît, le nombre de nœuds, on le connaît, donc ça c'est facile. Par contre, la détermination du petit e et du petit m peut parfois poser problème. Alors, je vais maintenant vous expliquer comment calculer le petit e et le petit m. Donc, le petit e, il vaut 1 dès qu'à une extrémité d'une barre qui arrive en un nœud, un effort est annulé. Et m vaut 1 dès que l'on a un même effort qui est annulé à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent en un nœud. Alors voilà, ici j'ai une barre qui est rotulée à son extrémité, le moment fléchissant est annulé au bout de cette barre, il est aussi annulé à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent en ce nœud puisqu'il n'y en a qu'une, donc E vaut 1 et M vaut 1. Alors ici, j'ai en plus du moment fléchissant d'extrémité l'effort normal qui est annulé grâce à la présence de l'appui à rouleau, donc on a l'effort normal et le moment donc, qui sont annulés, c'est-à-dire E égale 2, et comme ils sont annulés à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent au nœud, c'est-à-dire une seule barre, en fait, M vaut 2 également. Alors ici, c'est exactement le même cas, sauf que ce n'est pas l'effort normal qui est annulé à l'extrémité, c'est l'effort tranchant, mais donc E vaut 2 et M vaut 2. Alors voici un cas où on a des barres qui sont continues, donc on a ici non pas une rotule, mais une soudure entre les deux barres. Donc j'ai des efforts qui peuvent se transmettre d'une barre à l'autre, donc aucun effort n'est annulé aux extrémités des barres, donc E vaut 0 et M vaut 0. Alors ici, c'est un cas similaire mais très différent, avec une rotule qui casse entre guillemets le moment d'extrémité des deux barres, donc je vais avoir un moment nul là, un moment nul là, donc E est égal à 2 au total, et comme le moment est annulé à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent au nœud, j'ai un M qui vaut 1. Alors là, c'est un cas un peu particulier d'un nœud extrême au bout d'un porte-à-faux, où forcément les 3 types d'efforts sont nuls, donc j'ai un E qui vaut 3, et un M qui vaut 3 également, puisque ces 3 efforts sont annulés à l'extrémité de toutes les barres, c'est-à-dire une seule qui arrive en ce nœud. Alors ici, j'ai 2 barres qui sont parfaitement rotulées entre elles. Le moment fléchissant est annulé à l'extrémité des 2 barres, donc E vaut 2, et comme il est annulé à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent au nœud, eh bien M vaut 1. Alors, un cas similaire, mais cette fois-ci avec une continuité entre les 2 barres, une soudure entre les 2 barres, les efforts d'extrémité ne sont pas annulés, hein, et donc j'ai un E qui vaut 0 et un M qui vaut 0. Alors ça, c'est le cas d'une poutre continue qui se trouve sur un appui à rouleau, pas d'effort annulé à aucune des 2 extrémités, donc E vaut 0 et M vaut 0. Alors c'est un cas similaire de nouveau avec cette fois-ci une rotule qui casse mon moment, donc qui l'annule à chacune des extrémités. Donc E vaut 1 plus 1, ça fait 2, et M vaut 1, puisque le moment est annulé à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent en ce nœud. Alors ici j'ai 3 barres qui arrivent en une rotule. Le moment fléchissant est annulé à l'extrémité des 3 barres, c'est-à-dire que E vaut 3 et M vaut 1. Alors ici c'est un cas un petit peu différent, avec 2 barres qui sont continues et donc à l'extrémité desquelles il peut y avoir n'importe quel type d'effort. Par contre, à l'extrémité de cette barre-là, j'ai un effort, un moment fléchissant qui est nul, donc E vaut 1 et M vaut 0 puisque le moment fléchissant n'est pas annulé à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent au nœud. Ici j'ai 3 barres qui sont reliées par une rotule.
Donc, j'ai 3 fois un moment fléchissant d'annulé, c'est-à-dire E vaut 3, et le moment fléchissant est annulé à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent au nœud, donc M vaut 1. Alors ce cas-ci, c'est exactement le même que le précédent. C'est un cas un petit peu tordu, hein. Ici, on a deux rotules qui sont placés très très près de l'intersection entre les axes des barres. Et donc forcément, ici à l'extrémité de cette barre horizontale, il n'y a pas non plus de moment. Donc ici, c'est comme si on avait une rotule complète qui relie les trois barres. Par contre, dans ce cas-ci, on a une continuité entre ces deux barres-ci. Donc je peux avoir tous les efforts MN ou V à l'extrémité de ces deux barres, et seul le moment fléchissant est annulé à l'extrémité de cette barre-ci, c'est-à-dire que E vaut 1 et M vaut 0, puisque ce moment n'est pas annulé à l'extrémité des autres barres. Alors ici, j'ai une coulisse normale qui se trouve seulement à l'extrémité d'une seule barre, donc E vaut 1 et M vaut 0, puisque cet effort normal est annulé seulement à l'extrémité d'une barre et pas à l'extrémité des autres. Alors ici, j'ai une rotule complète qui m'annule 3 fois un moment, et j'ai en plus une coulisse axiale qui m'annule une fois un effort normal, donc mon E vaut 4, 2 plus 1 plus 1, et M vaut 1, puisque seul le moment fléchissant est annulé à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent au nœud. Alors ce cas-ci, c'est exactement le même que celui-là. Confer m'a remarqué il y a quelques secondes, le fait que mes deux rotules ici soient proches de l'intersection entre les trois axes, eh bien évidemment empêche la transmission d'un moment dans cette barre-là également, en tout cas à son extrémité, et donc ces deux cas-là sont tout à fait équivalents. Et je terminerai par un cas un petit peu tordu ici, avec une coulisse axiale sur une barre, une rotule sur la deuxième, une glissière tangente sur la troisième. On a E qui vaut 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 3 au total, mais comme aucun de ces trois efforts n'est annulé à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent au nœud, eh bien M vaut 0. Alors voici 3 exemples qui vous montrent comment utiliser cette formule générale du degré d'hyperstaticité. Je vous encourage à à cliquer sur le bouton pause pour examiner par vous-même en détail chacun de ces exemples, en particulier les deux premiers que je ne vais pas détailler ici. Je vais dire quelques mots sur le troisième qui représente une structure un petit peu plus réelle. On a ici au nœud E une rotule complète qui annule le moment fléchissant à l'extrémité des trois barres. Donc M vaut 1 puisque le moment fléchissant est annulé à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent en ce nœud. Et E vaut 3 puisque j'ai 3 fois un moment fléchissant qui est annulé. Ici en D, j'ai M est égal à E est égal à 1 puisque j'ai une seule barre et donc un moment fléchissant annulé à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent au nœud, c'est-à-dire une seule barre. En C, j'ai une continuité, donc M et E sont nuls, pas d'effort annulé à l'extrémité des barres. En B, j'ai une continuité entre les deux barres horizontales, donc là, aucun effort annulé aux extrémités. Par contre, à l'extrémité de cette barre-ci, j'ai le moment fléchissant qui est annulé, donc E qui vaut 1, et au total, pour ce nœud B, M vaut 0, puisque le moment fléchissant n'est pas nul pour toutes les barres qui arrivent en ce nœud. Alors, en A, j'ai une seule barre qui arrive au nœud avec un moment fléchissant qui est annulé à l'extrémité de toutes les barres qui arrivent en A, c'est-à-dire à l'extrémité d'une seule barre. Donc M vaut 1 et E vaut 1 si je réfléchis en termes de moment fléchissant, mais j'ai la même chose qui se produit pour l'effort normal à cause de mon appui à rouleau, qui m'annule mon effort normal en A. Donc M vaut E vaut 1 également quand je réfléchis en termes d'effort normal. Donc au total, j'ai M égale E égale 2. Alors quand vous sommez tous les M et tous les E, eh bien vous obtenez un M total qui vaut 4 et un E total qui vaut 7. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 réactions d'appui a priori, donc R vaut 5. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 barres, donc 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Et finalement, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 nœuds que vous retrouvez ici, donc 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Et donc au total, vous avez un degré d'hyperstaticité pour cette structure qui vaut 2.